Donc, l'Algérie va connaître des turbulences au lendemain de 95, au lendemain de l'élection. Parce que l'élection, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que finalement les Algériens sont allés aux urnes, qu'ils ont élu un président de la République, qu'ils l'ont élu de manière presque acceptable, à hauteur de 63%. Oui, 60 et quelques %. 63%, quelque chose comme ça. 61,5%. Quelque chose comme ça, oui, effectivement, pour un taux de participation de 75%. Donc il y a une sorte de crédibilisation. Cette crédibilisation, ça veut dire que l'Algérie et l'État et le pouvoir algérien ont surmonté la crise de 94. Et c'est à ce moment-là que la population algérienne, le peuple algérien en général, s'est investi physiquement avec Zeroual contre le terrorisme. Exactement. C'est-à-dire que les Algériens qui étaient à un moment ou à un autre, malheureusement il faut le dire aussi parce qu'il y a une responsabilité du peuple aussi, étaient indifférents, hésitants, réticents, indifférents et peut-être même défendaient les thèses des milices, les thèses des groupuscules, des groupes islamistes ou de je ne sais qui au sein du pouvoir. Maintenant, non seulement ils sont sortis, ils ont voté, et en fait ils ont voté quoi? Ils ont voté un président. Et ils ont voté une stratégie. Exactement. C'était quoi la stratégie? C'est une guerre annoncée contre le terrorisme, mais en même temps une ouverture de l'État à toute possibilité de réintégration de ceux qui veulent déposer les armes, et de ceux particulièrement dont les mains n'ont pas été tachées de sang. Donc, stratégiquement parlant, les Algériens, l'élection de Zeroual avait donné un espoir aux Algériens, n'est-ce pas? Absolument. Parallèlement, au moment où l'État se stabilise, l'État algérien se stabilise, les institutions commencent à reprendre pied, le partenaire privilégié de l'autre côté, avec lequel on a une longue histoire, se stabilise aussi. Il se stabilise, mais il se stabilise dans une sorte de compromis. Il y a un compromis entre les deux forces dont nous parlions tout à l'heure, les baladuro-sarkoziens et les chiraco-jupiens. Donc il y a une stabilisation et un gouvernement qui se met en place. Là aussi, c'est toujours l'émission dont je parlais tout à l'heure. Omar Bongo a fait son travail, il a imposé les ministres, il a dégommé ceux qu'il ne voulait pas, et il arrive à cette solution que finalement la France est affaiblie. Elle règle la crise de 94, mais elle en sort affaiblie, alors que l'Algérie règle la crise de 94, mais elle commence à se renforcer. Même s'il y a instabilité sécuritaire. Bien sûr. L'Algérie, avec son instabilité sécuritaire, se renforce de plus en plus. Institutionnellement. Et le pouvoir et l'État commencent à rencontrer la sympathie de la population, une certaine participation à la résistance antiterroriste, alors que la France, qui a réglé institutionnellement dans le cadre des élections, la crise politique qui avait éclaté, et le passage de la gauche à la droite, c'est fragilisé. On sort extrêmement fragile parce qu'il n'y a plus cette majorité massive. Je crois que Chirac a eu 22 ou 23% et Balladur est sorti à 17%. C'est des majorités insignifiantes. Évidemment, droite réformatrice, libéraliste et droite étatiste, si on peut appeler ça, AE2, conservatrice, ça fait à peu près 40-43%. Et c'est ça en fait. Plus les divers droites, le système se plus ou moins colmate. Et il arrive à passer avec 51%. Mais c'est très fragile, c'est extrêmement fragile. Et cette fragilité va donner un répit à l'Algérie. Elle va lui donner un répit parce que les Français sont très préoccupés par leur vie et par leurs problèmes internes de régler les équilibres des forces. D'autant plus que la gauche commence déjà à cette époque à repenser à l'élection, parce que les gens sont battus en 95, mais dès 96, ils commencent à recharger les batteries. Et
le seul problème, c'est que recharger les batteries, la gauche n'a plus à qui elle s'adresse. Elle ne peut pas s'adresser à Omar Bongo, parce que Omar Bongo s'est aligné totalement, de manière nette, sur les baladuriens et les sarkoziens, et elle ne peut plus s'adresser à l'Algérie parce qu'elle n'a pas de partenaire en Algérie. Et le vis-à-vis est dur à cuire. Et le vis-à-vis est dur à cuire. Exactement. C'est-à-dire on parle de Zaroual. Exactement. Comment oui. Alors, c'est à ce moment-là que je pense vient cette deuxième affaire, cette deuxième crise, l'affaire des mois de Tébrélé. Je reviens à mon Khalid Melha. Je n'ai pas d'autres sources que celle-là. Ce sont des sources journalistiques que nos amis peuvent consulter. Elles existent donc dans le monde et dans l'Ouatan. Et Khalid Melha donne une information troublante. Il parle d'un responsable de la DGSE, Direction Générale des Services de Renseignement Extérieur, français, basé à l'ambassade de France à Alger, qui part sous escorte dans cette région où vivaient les mois de Tébrélé, où ils avaient été enlevés. Et Melha rapporte une histoire rocambolesque que les moines avaient été arrêtés, ils avaient été mis dans une grotte et que la grotte avait été indiquée comme lieu à l'ambassade de France, qui a envoyé ce type de la DGSE, qui est allé constater de visu que les moines étaient vivants. Et qu'en partant, il aurait laissé une pastille de reconnaissance, et que c'est parce que cette pastille de reconnaissance avait été découverte au moment où le ménage avait été fait, que le groupe a été assassiné. C'est l'explication que donne Melha. En tous les cas, il y a plusieurs versions de cette affaire de Tébrélé. Absolument. Mais dans tous les cas de figure, cette fois-ci, et on avance dans l'analyse, ce qui est certain, c'est que dans l'ensemble des analyses, à part celles avancées par le pouvoir algérien, toutes les analyses, tous les témoignages impliquent cette fois-ci l'institution militaire algérienne. Exact. Et la responsabilise quelque part. Exact. Et là, ça pose un point d'interrogation. Absolument. Est-ce que cette fois-ci, l'affaire Tébrélé est une affaire franco-française? Est-ce que c'est une affaire franco-algérienne? Est-ce que c'est une erreur de cours? Est-ce que c'est une erreur d'appréciation? Est-ce que c'est une erreur de tactique? Est-ce qu'ils ont été assassinés par erreur? Est-ce que les groupes armés ont désespéré et ils ont... Dans tous les cas de figure, il y a implication claire et nette dans tous les témoignages que nous avons, les livres, les documents, les films qui ont été faits sur la chose, etc. Dans leur majorité, ils impliquent l'armée algérienne pour dire que, enfin, lorsque je dis l'armée algérienne, cela veut dire des gens à l'intérieur de l'armée, pas l'institution en tant qu'institution militaire. Mais est-ce que ça n'est pas d'un côté, il y a deux lectures, il n'y en a pas 10, à mon avis, indépendamment des faits, indépendamment de la vérité que nous ne connaissons pas. Oui, bien sûr. Il y a une double lecture à faire. La première, de mon point de vue, je te laisse quand même me corriger, la première, c'est que on voulait quelque part achever tout le processus politique algérien et faire échouer l'ensemble de la stratégie Zaroual et par la suite impliquer l'institution, réimpliquer l'institution militaire dans des histoires de massacres, etc. Ça, côté extérieur. Du côté intérieur, il y a éventuellement des groupes, des gens, des décideurs, des militaires, des je ne sais qui ne voulaient pas de la politique Zaroual et qui voulaient aller encore vers une sorte d'éradication, vers une instabilité encore plus sur le plan sécuritaire et sur le plan politique pour faire passer leurs choix et leurs stratégies, etc. La politique de la terreur. Oui, ça c'est sûr. Casser le processus d'un côté, la politique de la terreur de l'autre côté. Jusqu'à quel degré X et Y sont... Ça, je ne sais rien, je ne peux le dire parce que nous n'avons pas réellement de témoignages. Exact.
Ce qu'on peut dire par contre avec certitude, c'est que c'est la première opération importante de déstabilisation de Zarouane en tant que président de la République. La première, ça a été en tant que chef d'État, qui n'a pas abouti. La deuxième, il est président de la République. Le président de la République. Il représente l'Algérie sur le plan international, il commence à voyager, il commence à se déplacer. Il fait ses déplacements, il ne part pas en Europe. Il ne part pas du tout en Europe. Il ne part pas sur le continent américain, sinon pour assister à la conférence de l'ONU. À New York, voilà. New York. Mais il part beaucoup dans les pays arabes et il part en Chine. Côté Asie. Côté Asie. D'où se profile à cette époque une sorte d'une nouvelle politique étrangère. Une nouvelle politique étrangère, plus tournée vers l'Asie, c'est-à-dire Chine-Vietnam en particulier, avec une sorte de réconciliation avec certains pays arabes, parce que pour certains militaires, il ne fait pas l'ombre d'un doute que Boumediene a été assassiné. Et qu'il a été assassiné sur commande d'un pays important du Proche-Orient, qui est, pour le citer, l'Arabie Saoudite. Ça, les militaires, beaucoup de militaires en sont convaincus. Or, Zarouane va aussi au Moyen-Orient pour faire entendre la voix de l'Algérie. Pourquoi? Parce que la voix de l'Algérie, depuis la première guerre du Golfe, c'est complètement effacée. Aussi bien sur le problème de l'Irak que sur le problème de la Palestine. Effectivement. Complètement effacée. Et cette manière de renouer, cette manière de reprendre langue au Proche-Orient, c'est de dire que l'Algérie choisit aussi un camp. Un camp, elle choisit un camp, elle a ses principes qui continuent à être toujours les mêmes, à côté des peuples qui luttent pour leur émancipation et leur libération, et qu'elle a aussi des affinités à développer et des liens commerciaux à entreprendre. Et il y a des raisons directes à cela aussi, Lakhdar. C'est que l'Algérie, ne l'oublie pas, c'est que l'Algérie à cette époque-là, particulièrement les débuts de Zarouane jusqu'à 1996-97, l'Algérie était complètement isolée sur le plan occidental, européen, était complètement isolée. Les Européens aujourd'hui qui demandent à l'Algérie de l'aider pour faire face à la nébuleuse islamiste, particulièrement ce qu'ils appellent Al-Qaïda ou autres, à un moment donné, ils ont complètement isolé l'Algérie sur le plan logistique et militaire. L'Algérie ne pouvait même pas avoir une balle. Un hélico. Une balle. Ils ne pouvaient même pas avoir une balle. Ils l'ont complètement isolée, etc. Donc l'Algérie était dans l'obligation même, dans le droit et dans l'obligation d'aller chercher d'autres partenaires. Bien sûr. D'autres partenaires au Moyen-Orient, en Asie, la Chine, etc. Qui continuait, il faut le dire, avec un seul pays à l'époque qui s'appelait le Canada, pour l'Amérique du Nord, avec quelques pays d'Amérique latine. Il faut les saluer, il faut les remercier. Exactement. Et on les remerciera jamais suffisamment, qui ont continué leur investissement et leur présence en Algérie avec le terrorisme, et ils ont vécu la situation comme des Algériens. Exact. Et ça, c'est à saluer, aussi bien pour les Chinois que pour les Canadiens qui sont en Algérie depuis l'indépendance nationale. Je voudrais aussi ajouter une chose. Il y a un pays européen qui a toujours été aux côtés des Algériens. Et il a été aux côtés des Algériens, présent, y compris à cette période, et beaucoup de chantiers tournés encore. Les Italiens. Je ne parle pas de l'Italie. C'est l'Italie, c'est vrai, ça existait, effectivement, elle était présente. Et un autre pays européen, malgré son implosion, il a continué à exister, à être solidaire et être présent en Algérie, c'est l'ex-Yougoslavie, la Serbie et la Croatie, les deux. Pour la construction des barrages. Voilà, exactement. Les deux ont toujours été présents. Comme les Turcs d'ailleurs. Dans les moments. Les Turcs, c'est normal.
j'allais dire, c'est normal qu'ils soient à nos côtés. Si tu vois, je dis, ils font partie de notre histoire. Effectivement, effectivement. Par contre, ce qui est, quel est le bilan à tirer justement de la période de Zeroual, c'est que si on a vu effectivement une continuation des échanges et des efforts de certains pays latino-américains, du Canada, d'un certain nombre de pays comme l'Italie, la Serbie, la Croatie en particulier. Par contre, du côté des pays arabes, je suis au regret de dire qu'ils ont participé à leur manière à un certain boycott. Puisque, et ce sont les économistes qui nous le diront, il n'y a eu aucun investissement. Aucun. Beaucoup de promesses, mais pas de placement. Beaucoup de paroles, mais pas un seul placement. La raison, on la comprendra plus tard. On la comprendra quand on les verra courir au moment où l'Arabie Belkhair revient avec Bouteflika. Parce que les liens, les liens et les amitiés sont très, très forts et très solides entre Bouteflika et les Émirats et entre l'Arabie Belkhair et les Saoudiens.